À 4 mois des midterms, l'opposition américaine tente, elle, d'exister. Quelle stratégie adopter face à Donald Trump? Certains démocrates font pencher la balance vers la gauche. C'est le cas du maire de New York, Zoran Mamdani. 3 de ses candidats se sont qualifiés lors de primaires démocrates. On en parle avec vous, Mathieu Mabin, que l'on retrouve depuis Washington comme chaque jour. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce que ces victoires disent du Parti démocrate? Est-ce que ça illustre un vrai tournant vers la gauche ou est-ce que ce sont des cas isolés? Alors, c'est tout à fait intéressant à étudier. Ça, c'est à peu près la seule certitude qu'on a aujourd'hui. Mais ce n'est pas un accident électoral, ça, c'est certain. Mais ce n'est pas non plus une prise de contrôle du Parti démocrate par un courant progressiste, comme on peut l'entendre effectivement parfois dans l'environnement de Zoran Mamdani. Soyons clairs, à l'échelle de l'Amérique, la bulle new-yorkaise reste un épiphénomène. Ce que montrent en revanche ces résultats, c'est l'aggravation, cette fois bien réelle, d'une fracture qui existe depuis près de 10 ans déjà entre le Parti démocrate traditionnel et son aile progressiste. En fait, le point de départ remonte sans doute à 2016 avec la campagne de Bernie Sanders. Je suis sûr que vous vous en souvenez. À l'époque, beaucoup de responsables démocrates considéraient ces thèmes comme la gratuité de l'université, l'intervention massive de l'État, les taxations accrues des plus riches. Ces thèmes comme des thèmes marginaux et finalement très peu américains, pour faire simple. 10 ans plus tard, ces idées sont devenues largement plus acceptables dans une partie importante de l'électorat urbain. C'est d'ailleurs ce qui a amené Zoran Mamdani au pouvoir à New York. Ce qui est intéressant avec Mamdani, c'est qu'il appartient à une nouvelle génération, une génération d'influence beaucoup plus européenne en quelque sorte. Contrairement à Sanders ou même à Alexandria Ocasio-Cortez, autre figure de ce mouvement progressiste, il ne parle pas seulement d'idéologie. Il n'est pas qu'un rêveur qui se serait trompé de pays, comme disent ses détracteurs les plus courtois. Il parle du coût de la vie, du logement, des transports, des loyers. C'est un discours, en clair, beaucoup plus concret, qui touche les jeunes électeurs d'abord, puis évidemment les minorités et les classes moyennes urbaines qui souffrent effectivement aujourd'hui, en tout cas à New York et globalement dans toutes les grandes agglomérations américaines. Mais attention, on reste aux États-Unis et il serait donc complètement excessif de parler d'un basculement national. Le Parti démocrate reste parfaitement dominé institutionnellement par des figures comme Hakeem Jeffries, Chuck Schumer ou encore Gavin Newsom. Ce sont toujours eux qui contrôlent les grands réseaux de financement, les appareils locaux et une grande partie des élus, pour être clair. En revanche, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les candidats soutenus par l'establishment ne sont plus automatiquement protégés. Et ça, c'est vrai que c'est nouveau. Pendant des décennies, l'investiture du parti suffisait tout simplement à garantir une victoire. Ce n'est plus tout à fait systématique et ça annonce probablement l'éclatement du paysage politique, ou en tout cas c'est une option, c'est-à-dire exactement ce à quoi la sociologie politique américaine n'est pas prête. Les victoires soutenues par Mamdani montrent que la base militante est devenue à la fois beaucoup plus indépendante et beaucoup plus exigeante aussi, il faut le dire. Donc je dirais que ce n'est ni un cas isolé, ni une révolution non plus. C'est plutôt une sorte de nouvel épisode dans la longue bataille idéologique, pour ne pas dire l'errance qui marque le Parti démocrate depuis l'ère Obama, qui pourrait finir son avenir avec... qui pourrait définir son avenir après l'ère post-Trump. Vous parlez d'un risque d'éclatement politique. C'est vrai qu'on assiste là à une radicalisation, en tout cas entre la droite et la gauche américaine. Mais est-ce que les indépendants, eux, ont une carte à jouer ? Paradoxalement, oui. C'est d'ailleurs ce que je voulais induire effectivement à l'instant en vous parlant d'éclatement possible du paysage politique américain. Plus les deux grands partis se radicalisent, puisqu'il y a effectivement ce phénomène également à droite, plus l'espace politique au centre devient visible. Et ça, c'est nouveau. Mais la réalité, c'est que le système américain reste extrêmement hostile aux candidats indépendants. Ici, la désignation du leader est un système binaire, pour faire simple, avec un système de primaire qui fait office de premier tour en quelque sorte. Historiquement, les États-Unis sont un pays dominé par deux partis, globalement depuis le 19e siècle.
Les exemples de succès nationaux indépendants sont extrêmement rares. Même quelqu'un comme Ross Perot, qui avait marqué son époque et qui avait obtenu près de 20% des voix en 1992, créant déjà une petite révolution. Ross Perot n'avait remporté aucun État à la fin. En revanche, ce qui change aujourd'hui, c'est le comportement des électeurs, ça c'est indiscutable. Dans les enquêtes nationales, les Américains se déclarent désormais davantage indépendants que démocrates ou républicains. Cela ne signifie pas qu'ils votent indépendants, mais cela traduit une lassitude croissante à l'égard des appareils partisans. C'est d'ailleurs, si vous me permettez une parenthèse, ce qui explique l'existence politique de Trump. Mais ça doit vous rappeler quelque chose. À New York, cela profite en partie à des personnalités comme Eric Adams, qui cherche à se présenter comme pragmatique plutôt qu'idéologue. Mais au niveau national, des figures comme Joe Manchin ou Kyrsten Sinema, que vous connaissez peut-être un peu moins, ont tenté d'occuper cet espace centriste, même avec un succès électoral limité. Voilà, je terminerai en vous disant qu'il faut distinguer deux choses. Les indépendants sont renforcés dans le débat public. En revanche, ils restent faibles électoralement, puisque pour gagner une élection aux États-Unis, il faut lever des dizaines, puis des centaines de millions de dollars, tout simplement, et donc disposer d'un appareil militant et accéder aux bulletins de vote dans 50 États. Sans argent, c'est impossible. Ah ben voilà, la boucle est bouclée. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour ce décryptage politique.